est-ce que ça va impacter tout le groupe ou une partie du groupe? Et s'il n'y a pas de femmes dans mon groupe, est-ce que c'est quand même toujours un élément important du jeu? Si la réponse est non, c'est peut-être que c'est pas assez central pour mériter d'être là. Mais ça peut impacter des personnages masculins parce qu'on traite mal leur mère ou leur femme. Il y a plusieurs façons de mettre ce thème, même en absence de personnages féminins. Non, pas de femmes dans le frigo. Non, mais je veux dire, sans les tuer, ça peut être par exemple, ton personnage a une sœur qui veut faire des études et il n'y a pas moyen. Ça peut être, tu vas être au proie avec une société où, par exemple, il y a plein de femmes qui sont gardées à la cuisine alors qu'elles auraient des trucs à dire. Ça peut être, il faut juste se demander, est-ce que c'est assez présent pour impacter les personnages masculins en l'absence de personnages féminins? Je pense. En sachant qu'il y a plusieurs lignes de fracture qui sont un peu différentes, vous savez, le blanc, la vilaine, l'homme, la femme, le riche, le pauvre. Les groupes, de toute façon, seront impactés à un moment donné par l'une de ces failles. S'il y a plein d'autres thèmes et d'autres failles, peut-être que tu n'as pas besoin de rajouter ça par-dessus. Sinon, file-leur des points bonus en résilience, volonté, point de destin, pour montrer qu'elles en chient, que du coup, elles sont plus fortes. Ouais. Alors, le temps tourne. On a encore peut-être le temps pour deux questions. Non, je voulais juste en fait réagir. Commentaire de Daniel. Je sais pas si c'est parce que je suis en civilisation ou pas, mais je me disais, si en fait tu écris quelque chose qui se passe à l'époque victorienne, c'est qu'à base tu as envie de faire quelque chose de différent et qui porte sur l'ère victorienne, même si c'est une ère victorienne qui peut être un peu fantasmée. Et moi, ça me gêne d'avoir des époques différentes où en fait on a toujours les mêmes thématiques. Si on est dans l'époque victorienne, oui, l'époque victorienne, c'est une des périodes qui a été horrible pour les femmes parce que c'est le moment où en fait on perd le pouvoir scientifique, par exemple. C'est là où on nous renvoie en fait aux cuisines en disant ok, c'est fini, la science c'est pour les mecs. Donc je pense que oui, c'est intéressant d'avoir cette problématique-là et de montrer que les femmes, elles vont être obligées de trouver d'autres moyens en fait de s'en sortir pour avoir accès à la science, à l'éducation et voilà. Donc à la fois, elles sont brimées. Et alors sans tomber aussi dans les clichés de la femme manipulatrice, voilà. Mais oui, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir cette problématique. Enfin, je suis désolée, mais c'est vraiment quelque chose. Tu parles d'un jeu où ce serait un thème central là. Mais j'ai l'impression que c'est aussi s'il y a toutes les fractures, celle-là, elle doit y être, sans pour autant qu'elle soit totalement. Tu vois, mais voilà. Je veux dire, c'est comme si on pense au début du XXe, Marie Curie, mais elle est quand même arrivée là, et voilà, ça peut être des femmes fortes, justement, montrer comment, en fait, malgré les obstacles, elle y est arrivée, parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait, mais... Enfin, je sais pas, voilà. Donc encore une dernière question du public. Merci beaucoup. Alors c'est une question aussi peut-être un peu une réaction. Alors, je veux dire, je fais partie d'Opal et je suis aussi je rejoins ce qui a été dit notamment par Coralie. Je pense qu'il y a un très gros travail de sensibilisation à faire auprès des femmes et aussi auprès des hommes très clairement sur comment réagir, parce que les hommes aussi peuvent réagir sur ces questions-là et sur la manière dont on représente les choses. Je voulais juste rebondir sur 2-3 trucs. J'ai entendu, parce que je trouve qu'il y a un piège sur lequel on arrive rapidement, c'est quand on dit les femmes, les gars ou une fille. C'est que du coup, on arrive à les socialiser parce qu'on arrive sur la question de la représentation. Or, en fait, si on prend 4 femmes, elles vont être différentes. Si on prend 4 hommes, ils vont être différents. Même s'il y a des contextes sociaux qui font qu'il y a des comportements qui vont se surimprimer, il y a aussi cette variabilité-là. Et c'est intéressant peut-être de ne pas l'oublier et d'intégrer des questions de sociaux ou de psychosociaux dans les jeux de rôle et dans la manière dont on les aborde. Parce que ça peut ouvrir des portes d'entrée. Je rebondis sur une des questions qui a été posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des personnages intéressants pour les femmes ? Et la réaction, c'était un personnage féminin. Je suis convaincu personnellement de l'intérêt d'avoir des personnages féminins intéressants, mais je suis pas sûr qu'un personnage féminin soit les seuls personnages qui sont intéressants pour des femmes. Ça peut être des LGBTI, des cis ou d'autres, et justement, je trouve que c'est intéressant de les creuser. Et quitte, vous avez parlé de femmes, du fait d'être faible ou pas, on peut très bien être un homme et être faible, et on peut ne pas s'interdire à jouer. Je trouve que c'est de la faiblesse, c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'un personnage de temps à autre. Et creuser ces éléments-là, je pense que ça permet d'avancer. Après, il y a par rapport aux effets de questions de contexte, je pense à des jeux
comme Crime notamment, qui aborde un peu la question de l'histoire notamment du rapport homme-femme, mais il l'aborde pas simplement sur le fait d'être une femme, il rappelle en partie la question du contexte et du mouvement justement de lutte féministe qui existe, et aussi des manières d'apporter et d'approcher le sujet. Une dernière chose, il y a des pratiques, il y a la carte X qui existe, après il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Moi je sais qu'on joue à Ultra par exemple, quand je crée des personnages, sur la fiche de personnage je propose des noms ou des prénoms qui sont plutôt masculins, féminins, voire agenrés, et je laisse les joueurs se déterminer parce qu'ils ont aussi ce choix-là, et je suis sûr qu'il y a plein de petites pratiques comme ça qui peuvent se réfléchir pour avancer. Il y en a effectivement plein, mais là on parlait surtout des conventions, parce que nous les problèmes qu'on nous fait remonter avec Jérôme arrivent surtout en conve, et on est d'accord sur le papier, hein, jouer des personnages LGBT queer, évidemment, 1000 fois oui, sauf que moi je connais quelqu'un là-bas qui est arrivé avec des pré-tirés pour faire jouer à Cops, dont 2 étaient homosexuels. Il en parlera peut-être lui-même, mais on lui a refusé en fait. Voilà, c'était peut-être il y a plusieurs années, mais c'est arrivé quoi. Donc il y a des initiatives qu'on essaye de mettre en place là-dessus. Notamment, je vais peut-être essayer de me rapprocher de certaines associations de droits des femmes ou de certaines associations LGBTQIA pour voir s'il y a moyen d'avoir des outils en commun, s'ils peuvent nous donner des outils, peut-être évidemment même des fois légaux, parce que des fois tout ça va très loin et qu'on ne sait jamais comment réagir. Justement pour essayer d'avoir peut-être une réponse plus formelle à donner, parce que là moi où je me sens impuissante, c'est que j'accueille des témoignages de joueuses avec qui je discute, mais j'ai pas l'impression qu'on règle les problèmes de fond en fait. Voilà, je sais pas comment le dire. Et c'est ces pistes-là qu'on cherche. Ce que tu dis, c'est effectivement des pistes possibles quoi. Moi, je voudrais rebondir en fait sur ta première réflexion, c'est-à-dire sur la question de l'essentialisation. Je pense qu'au contraire, c'est hyper important de réfléchir en catégorie de genre, de femmes, d'hommes, en même temps que penser le jeu de rôle et nos comportements, en règle générale, en termes de classe aussi. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas une question d'essentialiser quand on fait des grands blocs, les hommes, les femmes, c'est qu'on a des comportements qui sont inscrits en nous par une socialisation et pas... Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, et il faut pas avoir peur de se dire je fais une généralisation. Parce que c'est des grands traits qu'on retrouve. Alors c'est un sujet passionnant, il y a encore quelques mains qui se lèvent dans le public, mais on va malheureusement devoir s'arrêter là afin de laisser encore du temps à la seconde table ronde de ce soir. Un grand merci aux intervenants, je crois qu'on peut les applaudir. Donc cette deuxième table ronde du vendredi, on voulait parler d'engagement associatif et aussi vers un jeu de rôle dans la matrice sous forme de questions. Peut-être on aurait même pu diviser ça et faire 3 tables rondes. Mais tout d'abord, engagement associatif, donc on verra les nouvelles technologies dans un deuxième temps. On pourrait aussi commencer par une sorte de panorama, un sort de retour de terrain. Alors ça, c'est vraiment une question pour ceux qui s'occupent d'associations, que ce soit des conventions, des clubs ou des fédérations. Engagez-vous, c'est bon, les filles, les gars, vous tenez, il y a la relève, c'est difficile? J'ai hâte d'entendre ce que les autres y diront pour la relève, parce qu'on s'est rendu compte que c'était difficile. Écoute, tout se passe bien, on va dire. Le milieu du jeu de rôle va bien, effectivement, mais on sait très bien que l'associatif, ça prend du temps, c'est chronophage. C'est parfois même plus chronophage que les parties de jeu de rôle. Sinon, hormis ça, oui, il y a du monde. Hein. Il y a du monde à la porte. Aussi au comité d'association, pour faire tourner la machine, aux engrenages. Ça dépend des associations, je ne pourrais jamais me prononcer pour toutes les associations. Seulement pour Opal, on voit qu'on a un petit regain d'intérêt et que du coup on a de plus en plus de membres qui sont prêts à donner de leur temps, mais ça reste quand même une charge de travail énorme vu l'ensemble et le panorama qu'on a en fait avec l'association. Sur Orchidée et puis Dimension... Alors sur Dimension D, je crois que je suis au comité depuis... On va fêter 10 ans cette année. Non, c'est pas vrai, une année j'étais pas au comité. On a dû descendre le nombre de membres à 3 parce que c'est difficile de renouveler les membres du comité et puis d'avoir des membres du comité qui sont d'accord de s'inscrire et après de faire le boulot. Et puis pour Orchidée, je crois qu'en ce moment,
Enfin, ça nous est arrivé régulièrement pendant qu'on préparait la dernière édition de rigoler en disant qu'il y avait que le bureau qui se réunissait, c'est-à-dire 5 personnes pour une convention de 600 visiteurs. Et puis pendant le week-end lui-même, on doit être une quinzaine de personnes qui bossent pour assurer l'accueil, le bar, régler les problèmes, ce genre de choses. Donc en tout cas, sur la Suisse romande, la relève, c'est difficile. 15 personnes pour 600 personnes en Suisse, c'est énorme. Ils sont disciplinés, ça doit être ça. Non, mais c'est pour moi, on ça est me paraît super bien organisé. Ouais, vous devez être super bien organisé parce que c'est vrai qu'on se rend compte que dans les associations, pour avoir fait quelques conventions aussi en dehors de Paris, qu'il y a très peu de bénévoles. Les gens ne sont pas prêts à prendre des responsabilités ou ils sont là pour faire des régulières, jouer aux jeux de rôle, mais ils ne sont pas prêts en fait à donner beaucoup de leur temps. Le temps, c'est précieux, on n'en a pas beaucoup et on préfère le passer autour d'une partie que d'aider à promouvoir parfois le jeu de rôle. Même si c'était qu'1 heure ou 2 heures, parfois ça faciliterait bien la vie des organisateurs. Pour ma part, je fais des conventions depuis 2010 et clairement il y a un constat, c'est que on revoit souvent les mêmes visages, quoi. Tu parles des visiteurs ou... Ouais. Enfin, dans les animateurs, dans les MJ qui proposent des parties, c'est quand même un groupe de gens assez réduit, quoi. Il y a des nouveaux qui viennent peut-être pour quelques événements, puis on les va repartir. Ils ont d'autres choses à faire, probablement, évidemment. Mais le tronc commun, on va dire, dogmatique du MJ guerrier ou guerrière, je veux pas... mais voilà, qui participe en convention est quand même assez le même, quoi, et je le vois pas beaucoup évoluer, quoi. David, la Fédé a passé par des hauts et des bas pour ce qui s'agit du comité d'organisation. Je pense que tu as un retour à nous donner. Oui, j'ai repris la présidence de la Fédération française de jeux de rôle il y a quelques mois, en janvier. J'assume maintenant cette présidence parce que Sybille Marchetto souhaitait prendre d'autres responsabilités pour organiser notamment une Worldcon en France. On tourne sur un nombre assez réduit, effectivement, de bénévoles. J'ai eu assez souvent des engagements associatifs dans le jeu de rôle pour gérer un club, pour gérer une convention, et puis maintenant pour gérer cette association. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de grosses différences avec ce que j'ai pu connaître il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans lorsque je gérais un club. Je pense que c'est... Il y a peut-être effectivement cette question de l'arbitrage du temps, comme disait Mélissande. Il y a peut-être aussi un petit peu moins l'engagement associatif, un peu moins l'esprit associatif en tout cas que dans les années 80-90. Mais peut-être un peu plus consommateur, bon, d'accord. Mais je ne sens pas de réelle différence. Lorsqu'on gérait les conventions dans les années 90, on tournait aussi à une dizaine de personnes. Donc c'est difficile depuis un bon moment. J'ai l'impression que ça a toujours été assez compliqué, oui. Okay. Ça demande de la rigueur, effectivement, et tout le monde n'est pas prêt à l'assumer. Ok, donc il y a le nombre de gens qui s'engagent. Quelles seraient les autres difficultés auxquelles font face les organisateurs de conventions ou de clubs ou de fédés? Est-ce que c'est difficile d'obtenir un local ou d'obtenir du soutien, de parler avec les collectivités publiques? Alors effectivement, il y a tout ça, mais je dirais que le principal frein à cette difficulté-là, c'est les conventions qui récompensent pas bien leurs bénévoles, quoi. Enfin, clairement, faut les motiver, ces gens-là, à venir, quoi. Enfin voilà, ils donnent du temps, faut les prévoir, faut prévoir le sandwich, faut pas qu'ils aient à se poser de questions, faut les guider, etc. Quand ils se retrouvent face au public et que il n'y a pas d'orga pour répondre aux questions, ils se retrouvent vraiment en panique, les gens. Donc voilà, c'est des problèmes que je vois très souvent, quoi. Je me permets de rebondir un tout petit peu là-dessus parce que tu as dit un truc, effectivement, quand il n'y a pas d'organisateur, les gens disent « Ah, c'est cool, il y a du loisir, il y a du jeu de rôle, super sympa ». J'ai eu un retour, en fait,
Pour la Japan Expo, on nous avait demandé d'aller à Marseille. J'ai fait un petit devis. Finalement, c'était un peu trop cher. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait payer le transport. Alors qu'on était loin et qu'ils voulaient l'initiation. Je dis, mais c'est pas un problème. Au pire, je vous mets en contact avec les assos sur Marseille. J'ai eu un retour de bâton. Les assos sur Marseille m'ont dit, voilà, les organisateurs n'avaient pas bien organisé, c'était pas bien expliqué. On avait un stand, mais la moitié du stand était pris par la moquette sur laquelle on n'avait pas le droit de jouer, ni mettre les tables, ni les chaises. Et en fait, ils ne comprennent pas la dynamique. Il y a aussi cette question de relation de confiance qui n'est pas toujours prise en compte. Pour Opan, nous, je sais qu'on passe la plupart des prestations qu'on peut faire à côté sert pour le défraiement parce qu'on estime que quelqu'un qui va se déplacer, il n'a pas à payer le transport. On essaye de faire au maximum parce qu'on doit faire attention à notre budget pour essayer de payer des sandwichs, des logements quand on le peut ou quand on estime que c'est vraiment ultra loin. On ne peut pas tout faire, on est très très limité et on est désolé pour ça, mais c'est vrai que les organisateurs n'aident pas forcément. Ils veulent un loisir, ils se disent oh, bah, tout le monde peut le faire, donc c'est pas grave, c'est gratuit. Je sais pas ce que D'autres commentaires sur les difficultés? Une difficulté peut-être, une difficulté qui est en train d'augmenter, c'est la réglementation. Il y a beaucoup plus de questions de réglementation qui se posent, de sécurité, de normes, enfin, etc. Ça, oui, c'est quelque chose qui est assez prégnant. Et puis aussi la visibilité. On s'expose à beaucoup plus vite, beaucoup plus de retours, et donc aussi à gérer derrière les retours vers les gens qui émettent des critiques positives, négatives, etc. Voilà. Tu parles au niveau associatif Au niveau associatif, au niveau... quel que soit le type d'action menée. Et donc là, je crois, Renaud, tu en avais déjà commencé à en parler. Donc, au niveau du public qui vient dans les clubs, qui s'inscrivent, qui viennent dans les conventions, qu'en est-il du renouvellement? Est-ce qu'on est justement entre vieux briscards ou où sont les jeunes louves, les jeunes loups? Alors pour le coup, non, pour le public, je pense que ça se renouvelle pas mal. Il faut voir qu'il y a plusieurs types d'événements de conventions. Il y a des conventions qui sont vraiment dédiées aux jeux de rôle, où il y a des grosses parties. Donc là, ça va tirer un public de routards, quoi, de vieux rôlistes qui ont de la bouteille. Et il y a des conventions dites plutôt découvertes, genre le Japan Expo, le Japan Expo Tour, les Utopiales, etc. On s'adresse à des gens qui sont un petit peu dans la culture geek, on va dire en général, et voilà. Et donc ça, on retrouve des jeunes, on retrouve des vieux qui testent, qui découvrent, et c'est formidable, quoi. Ça oui. Voilà. Au niveau de la relève, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que ce serait plus facile maintenant de trouver les jeunes rôlistes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, je ne sais pas si vous avez le même problème en France qu'en Suisse, mais en Suisse, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, ils entendent parler des conventions et des trucs comme ça, pas parce qu'ils se sont dit « Ah, il doit y avoir d'autres personnes qui font du jeu de rôle et qu'ils ont googlé les trucs ». Ça, c'est plutôt, en tout cas, à Dimension D, c'est plutôt les personnes 25-30 ans qui débarquent en disant « Ah, j'ai googlé jeu de rôle et puis je vous ai trouvé dans ma région ». Les jeunes, souvent, c'est « Ah, je vais voulu m'acheter un bouquin de jeu de rôle, je suis allée à la boutique et le vendeur, il m'a parlé de ce truc ». Et c'est comme ça que j'ai débarqué. Mais du coup, ce qui se passe aussi, c'est que avec les boutiques en ligne, on perd des relais qui permettent de se faire connaître. Et puis, l'autre problème qu'on a en Suisse, c'est qu'il n'y a pas encore de fédération et vraiment de truc central. Donc à l'époque, on avait au fil du jeu, et quand on avait créé Dimension D, du coup il y avait des vieux routards du jeu de rôle qui étaient venus nous dire bonjour et puis nous dire ah oui, il existe ça. Puis sur le coup, on était un peu ah, tout ça. Et donc ouais, si on commence à perdre les boutiques et puis qu'on n'a pas de truc central, je sais pas comment on va faire savoir aux jeunes qui se mettent au jeu de rôle qu'ils sont pas tout seuls. Alors, c'est donner à voir en fait notre loisir qui est pas évident puisqu'on est dans aujourd'hui c'est très fragmenté quoi et effectivement bon il y a le club des jeunes d'avant qui assure le service minimum quand c'est nécessaire. C'est ce qu'a fait Sybille lorsqu'elle a repris la présidence de la Fédération française de jeux de rôle hein, par exemple. Elle est revenue pour rendre service et je la remercie d'ailleurs de ça.
Et il y a quelques leviers, je crois, notamment là, au niveau de la Fédé, on va faire un partenariat avec Action Jeux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, pour essayer de donner une meilleure visibilité, une meilleure accessibilité. Je ne sais pas si on rencontrera le succès avec ça, mais on va essayer en tout cas. Action Jeux, donc ça permettra de retrouver les activités ludiques en ligne et de les repérer, de remplacer en fait cet ancrage local qui est en train de disparaître au fur et à mesure que le jeu de rôle n'est plus très visible en boutique. Peut-être une question pour Mélissande et Audrey qui s'occupent justement de conventions. Moi, je connais des joueurs, ils ne mettent jamais les pieds en convention. Hein. D'ailleurs, pourquoi venir en convention lorsqu'on peut inviter 4-5 personnes chez soi? C'est un risque, les conventions. Le MJ, il est peut-être mauvais et puis les autres joueurs, ils sont peut-être nazes. C'est pas mieux de jouer chez soi dans un groupe qu'on connaît? Ou dites différemment, comment les intéresser aux conventions? Alors, déjà, vous aurez la possibilité de tester des trucs que vos copains, ils n'ont peut-être pas envie de tester avec vous, en tant que maître de jeu ou en tant que joueur. Souvent, de plus en plus, en tout cas, les conventions font pas un seul truc. Ils font, par exemple, à Orchidée, on est passé de genre beaucoup de jeux de rôle, un peu de figurines et un tournoi de Magic, à beaucoup de jeux de rôle, un peu de figurines, un tournoi Magic, des conférences sur le jeu de rôle, des conférences et des ateliers sur le GN, plus de figurines qu'on n'en a jamais fait avant, genre plus de figurines que je savais qu'il existait, mais ça veut rien dire, je fais pas de figurines. Et puis ça vous permettra justement d'aller tenter de faire du plateau ou d'aller assister à un atelier de GN et de vous rendre compte qu'en fait vous aviez toujours voulu être prisonnier pendant 2 heures dans une pièce sombre. Et puis alors ça permet de réseauter, ce qui est toujours un bon truc parce que y a peut-être un de vos joueurs qui va déménager ou devenir papa. Ou devenir maman en fait. Ou maman, ouais. Ou peut-être même qu'ils étaient en couple et vous allez en perdre 2 en même temps et vous serez content de connaître d'autres personnes. En plus, l'ambiance est vachement sympa et puis pour la Suisse en tout cas, ça nous permet d'avoir accès à des livres de jeux de rôle que nos distributeurs ne nous distribuent pas. Enfin, que les distributeurs français ne nous distribuent pas. Donc ça permet aussi d'aller faire son petit marché. Que des bonnes raisons d'aller en convention. Très bien vendu, très bien vendu. Mélissande peut-être? C'est difficile de rajouter beaucoup de choses avec la liste que tu nous as citée. Je ne sais pas si on doit faire un top 10 des raisons de venir en convention. Peut-être qu'un jour ça sortira. Je sais en tout cas que pour Opal, la plupart des personnes viennent en convention parce qu'elles ont envie de voir d'autres personnes. C'est effectivement ce que tu disais. Elles ont envie aussi d'essayer d'autres jeux parce que clairement, c'est pas tellement forcément de tester le jeu. C'est aussi que les joueurs, ils n'ont pas forcément le livre de jeu de rôle. Ils n'ont pas forcément le temps pour masteriser. Et rencontrer d'autres gens, l'ambiance, tout ça. Et puis, comme tu disais, il y a des gens, t'entends, ils partent. Et c'est aussi un peu le but du forum d'Opal, c'est que quand il y a des gens qui partent, ils peuvent aller voir les régions, voir les associations, chercher des partis. C'est un peu du particulier à particulier, Opal. Mais c'est aussi une sorte de référence d'annuaire lorsque quelqu'un change. Je suis désolée, on n'a pas beaucoup développé la Suisse chez Opal, mais on serait ravis en tout cas. Et puis c'est aussi quelque chose qui fait que tout simplement quand vous réseautez, vous allez rencontrer des personnes, vous allez partager des expériences. Toutes les meilleures conventions que j'ai, c'est discuter. On m'aurait dit il y a 4 ans, tu vas discuter de comment gérer tel ou tel joueur ou comment faire en sorte d'avoir du suspense, de bien stresser tes joueurs. Je ne pensais pas que ça m'arriverait et que je prendrais autant de plaisir. Donc, c'est aussi des mémoires, des expériences partagées. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté en fait des conventions. Le dernier truc que j'ai oublié, c'est qu'en fait, organiser une convention, c'est cool, bêtement. Donc, vous pouvez aussi aller à la convention. On a un Pizza York, on a un membre du comité qui vient à Orchidée pour faire de la pizza pendant un week-end, pour discuter avec des gens qu'il ne voit pas souvent, et c'est tout. Et c'est cool. Et je sais que ça m'était aussi arrivé d'aller faire d'autres trucs dans d'autres types d'événements aussi, juste parce que donner un coup de main et puis rencontrer d'autres gens, c'est cool. Engagez-vous. Coralie ? Et pour ajouter, dans certaines conves, c'est cool parce qu'on peut rencontrer des auteurs et faire ces fangirls que je fais jamais, moi, personnellement, parce que je suis pas du tout comme ça. Et du coup, playtester des jeux avec les gens, des jeux qui sont pas sortis, faire des retours, et c'est quelque chose que je trouve super intéressant aussi. Voilà.
David? Se rendre en convention, c'est aussi peut-être prendre un risque. C'est prendre le risque déjà de s'éloigner de son clavier. S'éloigner de son clavier et donc de quitter cette bulle de sécurité, ce relatif anonymat auquel on peut être habitué quand on joue en ligne, etc. C'est prendre le risque de vivre une mauvaise expérience, comme vous le disiez tout à l'heure, de simplement peut-être d'être déçu, ou de ne pas être d'accord, ou etc., etc. Et effectivement, je crois qu'il faut faire attention à ça, parce qu'on est dans une période où le vivre ensemble ne va plus vraiment de soi, où il y a des problèmes de conflictualité multiples. Et c'est important, je crois, d'avoir en tête, quand on... Alors, je ne le fais plus, mais je le faisais il y a quelques années, quand on organise un événement, une convention, c'est important d'avoir en tête ces questions de convivialité. On va essayer de le promouvoir à la Fédé. Pour le moment, une de nos questions, c'est effectivement la promotion de la convivialité et la lutte contre les discriminations aussi. On va essayer de faire ça. Pareil, je ne sais pas si on y arrivera bien, mais en tout cas, on va essayer. Alors, je rebondis juste une petite minute parce que tu as oublié un petit truc. Tu as oublié qu'en ce moment, vous avez aussi un super projet. Super projet qui en fait se base sur la façon de promouvoir le jeu de rôle, parce qu'on disait qu'on ne touchait pas beaucoup les publics, et je me suis rappelé qu'il y avait ce super projet qui en fait demande d'avoir une sorte d'activité où, comment tu le définirais, je suis en train de perdre mon latin. Je pensais pas que tu m'enverrais la balle comme ça, mais c'est gentil. Bon, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens viennent là pour avoir une expérience, une relation. C'est vraiment l'aspect relation qui prime par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Là, on est vraiment dans la qualité de la relation. Et donc, il y a plein de choses derrière ça. Il y a l'accueil, il y a le dialogue, il y a effectivement être attentif aux autres, être attentif aussi à leur expérience, en fait, etc. Aussi, il y a la nouveauté. Parce que quand tu viens en convention, quand tu viens sur un événement, etc., tu vas te rappeler d'un moment, tu vas te dire, ça c'est waouh, quoi. Ça m'a marqué, je vais m'en rappeler pendant très longtemps, etc. On était ensemble aux 20 ans du Club Pythagore, par exemple, et ce sont des moments que j'ai encore en tête, quoi. Alors, pour promouvoir la nouveauté, on a actuellement aussi à la Fédé un appel à projets innovants, et on va essayer de subventionner quelques projets à la mesure de nos moyens, hein, donc modestement, mais c'est aussi une façon de renvoyer vers les initiatives ludiques un petit peu de l'argent qu'on a thésaurisé depuis 20 ans que la Fédé existe. Alors Mélissande t'envoie la balle, moi je vais t'envoyer une tarte à la crème. Évidemment, la question auquel tu t'attends certainement, la Fédé, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Tu ne nous diviseras pas, je suis désolée. Aïe, aïe, aïe. La fédération, ça sert à plein de choses. Le problème aujourd'hui qu'on a dans le milieu holistique, c'est qu'on a énormément de personnes qui ne sont pas forcément reconnues lorsque il y a eu la création de la fédération. Et c'est dommage parce qu'en fait, ces personnes, c'est ce qu'on reconnaît aussi dans les engagements associatifs. On a beaucoup de personnes qui sont là pour participer, jouer aux conventions, etc. Et puis qui vont beaucoup critiquer et qui font jamais rien pour résoudre les choses. Donc du coup, moi je lance un petit peu aussi une pique, un appel à toutes ces personnes qui critiquent beaucoup et qui n'essayent pas. On a la problématique par exemple de sortie, tu vois, sur Opage, genre ouais on fait plus rien, il n'y a plus les pique-niques, c'est ça. Et je dis bah oui, on les a plus, mais si tu as envie d'en faire un, vas-y. Hein. On ne prive pas, c'est juste que moi j'ai pas le temps. C'est un peu aussi le problème des engagements associatifs. On manque de personnes, on manque de personnes qui veulent bien donner un tout petit peu leur temps. Et je pense que c'est le problème de la fédération, c'est qu'il y a énormément de projets, vous avez énormément de tâches. La preuve, c'est que même moi, de temps en temps, je suis derrière David, je fais « Alors, il y a quoi de nouveau ? Il y a quoi de nouveau ?» Et puis David me fait « Il y a trop de trucs, fais gaffe. » J'ai déjà 3 trucs, puis j'en ai 5 par-ci, j'en ai 5 par-là. Et la fédération, elle est utile, mais si on veut vraiment qu'elle puisse prendre toute son ampleur, il faut l'aider, il faut la soutenir. Et aujourd'hui, si les rôlistes ont un bon fond d'âme, je pense qu'ils essaieront au moins de voir s'il n'y a pas des projets sur lesquels ils peuvent participer. Coralie, peut-être, pour une maison d'édition, pour une auteure,
Est-ce que la Fédé peut t'apporter quelque chose à toi, Lapin Marteau, aux auteurs que tu connais? Eh ben, c'est une question à laquelle j'étais pas préparée, dis donc. Tada. Ils nous ont piégés. Qui les fourbe. Eh ben, en tant que maison d'édition, je pense que ce qu'on attend tous, après c'est un peu un vœu pieux, mais c'est sûr que plus le jeu de rôle sera connu et plus il prendra de l'ampleur et plus on initiera des gens, mieux c'est. Mais ça, je pense que c'est déjà un objectif et déjà quelque chose qui se met en place. Après, à titre très personnel, je trouve que le jeu de rôle, de toute façon, c'est pas forcément un média, vu comment il est fait, qui a vocation à devenir massif et à devenir, à toucher un énorme public. Donc voilà, c'est pas un vœu pieux, ça arrive pas parce que vous le faites pas, c'est que peut-être le média est pas fait pour ça. Et évidemment, nous, plus il y a de rôlistes, mieux ça serait. En tant qu'auteur, je sais pas, pour les projets qui pourraient être intéressants, c'est on pourrait imaginer, je sais pas, des petites formations ou des petits ateliers, ce genre de choses, notamment pour les auteurs débutants, que ce soit, je sais pas, sur le droit d'auteur, sur comment on fait un jeu, sur les différentes étapes, comment on édite un jeu, des petits ateliers de game design aussi. Ça pourrait être intéressant, notamment parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ont envie de se lancer et qui savent pas du tout comment ça marche et qui sont soit déçus quand ils arrivent, soit découragés. Donc voilà, peut-être essayer de se faire relais d'informations là-dessus et de proposer de l'info pour ou des ateliers qui soient physiques ou numériques pour ce type de public. C'est une idée comme ça. De toute façon, toutes les idées sont bonnes à prendre. Les éditeurs n'ont pas spécialement besoin de nous. Nous, on n'intervient pas au niveau des structures commerciales. On intervient plutôt dans la galaxie associative, au niveau des structures associatives. Après, on entretient de bons rapports avec la plupart des éditeurs. La Fédé, c'est une association. Donc, c'est une structure ouverte à laquelle on peut adhérer. Et puis, la même chose pour le conseil d'administration de la Fédé. On peut présenter sa candidature et éventuellement être élu pour faire avancer ses idées. Peut-être passer à la deuxième partie de la table ronde. Alors, Roll20, Rollisteam, ceci était une révolution? Une révolution, non, parce qu'à la base, Rollisteam a été conçu pour pallier à des difficultés, des contraintes géographiques. Donc c'était pour continuer à jouer sa campagne autour de la table, mais quand on avait quelqu'un qui était aux États-Unis pour un stage, comment on fait, etc. Donc voilà, ça a été à la base, Rollistic a été développé dans ce sens-là, et donc Rollisteam est héritier de tout ça. Mais effectivement, maintenant, on commence à voir apparaître des formes de jeu qui sont différentes, où l'ordinateur prend une place de plus en plus importante, où il y a des choses automatisées, qui je trouve, moi, est une aberration, mais parce qu'on perd l'avantage du jeu de rôle et on gagne le défaut du jeu vidéo. Voilà, mais on gagne aussi quelques avantages du jeu vidéo, évidemment. Mais voilà, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Est-ce que tu peux juste te présenter, en fait, malheureusement. Pardon, mon nom c'est Renaud Guézenec et je suis le développeur de Rollisteam. J'ai aussi été président d'une assoce qui s'appelle Ténébrae, qui est sur Paris. Et j'ai aussi servi de MJ chez Opal et à Progère. Voilà. On nous a servi, nous sommes les maîtres. Oui. Ça marche, super. Une révolution, je ne sais pas si on peut vraiment parler de révolution. C'est un peu une question provoque, quoi, mais parce que les joueurs avaient déjà la possibilité, peut-être dans des conditions peut-être moins bonnes, vu qu'ils n'avaient pas de support graphique et tout n'était pas centralisé comme le font maintenant les tables virtuelles. Mais les joueurs pouvaient quand même jouer par les logiciels d'audioconférence. Mais là où je trouve ça super intéressant, c'est que les tables virtuelles sont de plus en plus détournées de leur but principal, qui était de permettre le jeu à distance. Parce que maintenant, même j'ai eu des tables en coprésence physique où les joueurs utilisaient les tables virtuelles
pour se simplifier la vie. Donc que ce soit en fait pour créer une map personnalisée et qui soit pas juste un petit coup de crayon à la va-vite sur un bout de nappe, ou bien juste la gestion des différentes statistiques, que ce soit automatisé, puisque bon, effectivement, on peut voir ça comme une aberration, parce que c'est pas le principe du jeu de rôle, mais ça peut aussi permettre une plus grande accessibilité à des jeux qui sont parfois lourds en termes de statistiques et qui sont même des fois chiants carrément pour certains. Ce qui est mon cas, voilà, bon, je défends un peu ma cause des jeux moins statés. Mais donc du coup, ça peut permettre à ces jeux un peu datés, un peu lourds, d'être quand même toujours joués. Il ne faut pas non plus oublier la gestion de la musique sur ces tables virtuelles, qui peut être très commode pour l'MJ du coup. De pouvoir changer, de pouvoir mêler les pistes sonores, etc. Voilà, c'est des facilités. Alors, pour le coup, je vais juste rebondir à ça. L'informatique, effectivement, aide à faire une abstraction des règles et à les automatiser. Donc ça, c'est bien. Par contre, quand ça touche au scénario lui-même, ça pose problème. C'est-à-dire que on peut faire actuellement, je pense, je crois, je ne connais pas très bien les outils concurrents, mais chez mes concurrents, on peut faire des actions automatisées. Dans le sens où mon personnage arrive à une porte, ça lance un jet de crochetage. Ok. Mais qu'est-ce que ça fait si moi j'ai une hache à deux mains et que je veux la fracasser? Ou si je veux aller séduire le garde qui est de l'autre côté du couloir et lui demander gentiment d'ouvrir ma porte, quoi. Parce que voilà, il y a mon frère qui est derrière et que j'ai vraiment besoin de le rejoindre. Donc voilà, ça me pose problème. Parce que ça, c'est du jeu vidéo, quoi. Qu'on fasse un jet de crochetage automatique, voilà, ça c'est vraiment mon problème, quoi. Et après, c'est peut-être vers là qu'on va aller. Je pense que des choses comme ça vont arriver dans Rollistim parce que mes utilisateurs le demandent. C'est pas dans ma pratique du jeu, quoi. Qu'est-ce que ça change sur l'engagement des joueurs, du MJ, et puis en termes de game design? Qu'est-ce que ça change de jouer via le web? Alors, j'ai un peu monopolisé la parole, désolé, mais en parallèle d'être le développeur, je suis évidemment maître de jeu sur mon logiciel depuis 3 ans. Là, j'ai une campagne là, que je diffuse en ligne et tout ça. Et donc du coup, moi j'apprécie en fait, alors c'est peut-être un petit peu, vous allez me traiter de barbare, mais moi j'apprécie le contrôle en fait. C'est que j'arrive à vraiment, contrôler un petit peu en détail le niveau de mes joueurs, etc. Des fiches de perso, je suis assez amateur de combat un petit peu travaillé, un petit peu équilibré, voilà. Et donc ça me permet moi de préparer ça et d'offrir une difficulté qui va être bien graduée. Et voilà. Donc ça c'est vraiment ce que j'apprécie de ce côté-là. Après, il y a un côté aussi pratique parce que on joue chez soi, donc on a ses outils à portée de main, on a ses habitudes, et on est un gain de temps assez fabuleux. C'est que du coup, quand on a fini la partie, c'est bon, on est chez soi, on n'a pas besoin de faire le trajet. Enfin, ça c'est formidable, quoi. Qu'est-ce que ça change sur la façon de s'engager des joueurs? Du MJ Vidéo, pas vidéo. Du coup, comme c'était un peu ma thématique, je me permets de refaire un mini topo. En termes d'engagement, effectivement, le coût de déplacement géographique devient nul. Le coût aussi, parfois on peut négliger, mais le coût économique ou matériel aussi, du coup, n'existe pas. Enfin, on n'a rien à débourser la plupart du temps sur certaines tables virtuelles, parce que certaines sont payantes, je ne vous apprends rien. Mais donc voilà, le coût de l'engagement est beaucoup moins lourd, déjà, de ce côté-là. Après, comme j'avais pu le dire, ça n'empêche pas que l'engagement moral ou ludique est amoindri. Enfin, c'est pas ça du tout. On reste quand même sur du jeu de rôle avec une participation et une attention qui doit être vraiment focalisée. Et j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié. Par rapport à ce que tu as dit dans ta présentation, où effectivement on a peut-être l'impression que jouer sur table virtuelle permet un engagement plus constant, parce les joueurs ont peut-être plus accès à la plateforme informatique, et donc internet, forum, etc., MP, tout ça.
Donc c'est effectivement quelque chose d'assez vrai, quoi. Je me retrouve là-dedans, même si j'ai eu des parties autour d'une table qui avaient le même engagement et qui ont pris du temps, où effectivement j'ai passé des journées à écrire des mails pour répondre à des joueurs. Voilà. Mais du coup, je pense que l'engagement... je connais Vincent Mathieu, donc, qui est l'auteur de Cats, qui joue fréquemment avec moi, qui refuse de jouer sur table virtuelle parce qu'il a l'impression que c'est quelque chose de... Je vais parler en son nom, désolé, hein. Il me corrigera si je fais des erreurs, mais il refuse parce que ça demande une immersion et un engagement très très fort, et il n'est pas certain d'arriver à ce niveau-là. Il n'est pas capable, je crois, il se pense pas capable de motiver un joueur à rester devant son écran et à être à fond pendant les 2h30, quoi. Et voilà, moi, je suis personnellement un peu en désaccord avec cette vision, mais voilà. J'ai justement à ce propos des MJ sur table dématérialisée qui me racontaient un peu leurs trucs et astuces pour obliger le joueur à rester concentré sur le jeu et pas aller regarder son Facebook ou autre. Et c'était assez rigolo, ils avaient des techniques comme par exemple vraiment mobiliser les tokens à l'intérieur du jeu. Et il y en a un qui me disait, je me rappelle la citation exacte, c'était « je fais un petit dessin où je fais tourner le token et ils sont tout fous ». Parce que juste ça fait du mouvement, c'est un peu comme les PowerPoint en communication, quoi. Vous avez un support visuel qui permet de rester un minimum concentré sur l'action. Et ça y est, je me rappelle de ce que je voulais dire. Ce que, du coup, la pratique dématérialisée et du coup, passer par les tables virtuelles, ça change aussi. C'est la manière de comment on va recruter les joueurs. Parce que le cadre amical, on ne joue pas forcément qu'avec les gens de son propre réseau social. On a parfois besoin, la nécessité d'aller chercher des joueurs ailleurs. Et en dématérialisé, ça permet aussi de jouer du coup avec des gens géographiquement loin qui sont pas de nos amis, quoi. Et donc, comment est-ce qu'une table se construit ? Ça, c'était une autre partie de mon travail. À partir des forums, comment est-ce qu'on va recruter un joueur sur un forum et sur quels critères on va le choisir ? Notamment les MJ, tout le travail qu'ils vont faire pour choisir leurs joueurs. Et je trouve qu'en dématérialisé, il y a une attention qui est vraiment peut-être plus grande qu'en IRL sur qui on va recruter. Puisqu'il y a une méfiance toujours de savoir qui est derrière le pseudo et le comportement du joueur. Autant quand on est dans une asso ou un club, on peut avoir des échos, on peut voir, on se doute, on a une intuition. Autant derrière un pseudo, c'est hyper compliqué. Donc j'ai des MJ par exemple qui font des entretiens d'1 heure, des entretiens Skype d'1 heure pour recruter ou non un joueur. Donc c'est... voilà, il y a une méfiance, une suspicion qui reste avec ces outils-là. On doit avancer un peu parce qu'il faut qu'on parte assez rapidement. Est-ce qu'il y a des jeux de rôle qui ont été conçus spécialement pour jouer sur le web ou via ces interfaces ? En termes de game design, qu'est-ce que ça pourrait changer ? Moi je connais l'inverse, je connais des jeux qui sont très difficilement jouables en termes virtuels. Je me rappelle plus le nom, mais vous avez le fameux jeu là, de société où on doit prendre une barre et la mettre au-dessus et pardon. Enfin, voilà, du coup modéliser ça en informatique, ça va être compliqué, quoi, pour jouer les vibrations, les machins, jusqu'à ce que la tour s'effondre et là vous avez perdu. Ça c'est compliqué. Après, il me semble qu'effectivement il y en a eu des jeux qui commencent à émerger, alors peut-être plus côté américain que français, parce que j'en ai pas encore eu vent, mais... Il y a en tout cas des jeux qui sont maintenant ou qui vont être publiés et qui proviennent de tables virtuelles médiatisées, célèbres, etc., d'expériences sur YouTube, ainsi de suite. Donc il y a des allers-retours comme ça. Pour revenir un petit peu à ce qu'on disait précédemment, il faut juste se dire que virtuel, c'est pas faux, c'est potentiel. Et donc, si on se place, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la relation et pas des individus, mais sur la qualité de la relation, finalement, de mon point de vue, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, on peut avoir la même qualité relationnelle. Voilà. À condition, évidemment, de prendre des précautions qui peuvent être différentes. De ne pas procéder de la même façon. Mais si on est sur la relation et pas sur l'individu, si on se dit, finalement, aujourd'hui, ce qui compte, la réalité, c'est la relation, on peut avoir la même expérience, pour moi, de mon point de vue. Voilà. Y a un jeu, alors je me rappelle plus, non Jérôme, est-ce que tu te souviens du... Hein ?
Bioscream, voilà, c'est un jeu en fait qui est plus un GN auquel on a joué à Toulouse, où en fait vous jouez quand le jeu commence, vous êtes dans un vaisseau spatial qui est évidemment immense, et puis il vient d'avoir tout le monde est mort sauf vous en fait, et vous savez pas pourquoi, il y a eu des avaries, et en fait on l'avait fait par Skype ou Hangout, je sais plus, et en fait chacun un archétype de personnage, et vous êtes tous dans des lieux différents du vaisseau. Et donc c'est assez rigolo, parce que vous pouvez vous mettre des petits effets sur les smartphones qui font des couleurs différentes pour faire genre vous êtes dans le vaisseau, oh mon dieu c'est horrible, ou mettre des vieux fonds derrière. Et bon, le jeu était manqué de dynamisme au niveau de son game design et d'objectifs pour qu'il soit assez rythmé, je pense, mais il y a vraiment un super potentiel, et c'était vraiment une super exploitation qui donne vraiment plein d'idées pour exploiter justement ce genre de jeu, parce que là c'était vraiment bien adapté avec des codes, voilà, je parle, je dis tel mot de code, enfin il y a les échanges entre tel personnage, entre deux personnages pour réparer quelque chose de spécifique, vont prendre une forme spéciale par le chat, et il y a apparemment des pistes qui s'ouvrent et qui ont l'air d'être assez intéressantes, quoi. À part ça, je sais pas dans quelle mesure ça existe ou c'est possible, mais au niveau du game design, des tutoriels qui seraient pris en main, genre qui vous apprennent le système un peu, ça devrait pouvoir devenir possible avec ce genre de plateforme en ligne, ce serait cool. Super, donc désolé, on doit finir parce qu'il faut qu'on évacue les lieux. Donc merci à toutes et à tous. Voilà, et à demain pour...